Sangye chedan soke chonam la janshu badu danik dagi jin sogi pe sanam ke dola penche sangye du pasho. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce aux deux accumulations réunies par cette session de révision. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui a été vu, donc ça va, vous avez suivi ou pas trop? Hein? C'était bien? Ça allait? Ça va vite, vite. D'accord. De toute façon, c'est écrit sur le manuel, c'est pas mal. Hein. Donc, pour reprendre un peu, voyons, Geshe-la a repris hier les aspects du connaisseur, d'un connaisseur des chemins. Hein, on a parlé hier pendant la discussion, les aspects du connaisseur, d'un connaisseur du chemin. On a vu l'aspect du connaisseur, c'est l'aspect connaisseur, enfin le connaisseur, enfin la sagesse qui réalise. Hein, et qui relève. Donc, il y a des connaisseurs, il y a des aspects du connaisseur, c'est-à-dire des sagesses réalisantes, hein, qui connaissent, et qui relèvent des trois connaisseurs sublimes. Hein. Donc, il y en a qui relèvent du connaisseur des bases, il y en a qui relèvent du connaisseur des chemins, et il y en a qui relèvent du connaisseur de tous les aspects, du connaisseur sublime de tous les aspects. Et donc, on en était donc les aspects. La dernière fois, on avait fait les aspects d'un connaisseur de base, c'est ça, les 27 aspects. Et puis, on en était aux 36 aspects d'un connaisseur des sentiers, des chemins, à partir de la page 56. Mais donc, avant Geshe-la, hier, il a récapitulé un petit peu ce qu'on avait vu avant. Par rapport au... Je vais faire tomber ça, moi, tout à l'heure. Pas très... Tu peux m'enlever la robe, là, ouais. Mettre ça là. J'ai peur de le faire tomber. Donc, oui, bon, ça, on l'a revu aussi. Donc, quand on dit les aspects d'un connaisseur, les aspects du connaisseur, des connaisseurs des bases, on parle de quoi? L'aspect du connaisseur de base, du connaisseur de base. L'aspect connaisseur du connaisseur des bases, c'est un connaisseur des bases. Hein? L'aspect du connaisseur, c'est-à-dire une sagesse, une réalisation hein, qui fait partie du connaisseur des bases, c'est un connaisseur des bases. Il a commencé avec ça. On en a parlé hier hein, pendant la discussion aussi. Et donc c'est un connaisseur sublime qui réalise directement n'importe quel des 16 attributs des 4 nobles vérités. Hein. C'est un connaisseur des bases. Et c'est le type de pratiquant ça correspond à quel type de pratiquant? Aux auditeurs et aux réalisateurs solitaires. Hein. Les connaisseurs des bases, on les trouve chez qui? On les trouve chez qui les connaisseurs des bases? Les arias.
chez tous les arias, chez tous les arias. D'accord. Mais c'est une réalisation de type Hinayana. Voilà. Donc, c'est l'objet de réalisation principal des auditeurs, des réalisateurs solitaires. Hein. Principal des auditeurs, c'est le non-soi de la personne, et des réalisateurs solitaires, c'est la réalisation, en fait, du non-soi... non. Des phénomènes, grossiers des phénomènes. Ouais. Donc, ces connaisseurs de base, pour atteindre la libération, donc voilà. Ces connaisseurs de base, en fait, chez les auditeurs et réalisateurs solitaires, pour atteindre la libération, c'est en vertu de ces connaisseurs de base qu'ils atteignent la pacification. Donc, chez les Svatantrika, il s'agit de l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle. Et donc, Geshe l'a dit, pour pouvoir réaliser l'absence d'une personne, le non-soi de la personne, hein, le non-soi d'une personne autonome et substantielle, c'est-à-dire le non-soi de la personne, chez les Svatantrika, c'est ça qui est la racine du samsara. Hein. C'est la saisie du soi de la personne qui est la racine du samsara. Donc, il faut réaliser le non-soi d'une telle personne. Et donc, pour réaliser ça, il doit obligatoirement réaliser avant l'impermanence. Ouais. Et donc, ensuite, il va réaliser par ordre, graduellement, donc, le non-soi d'une personne qui est permanente, unique et indépendante, hein, qui est plus grossier, en fait. Et ensuite, réaliser le non-soi plus subtil. Donc, pour les auditeurs, la saisie de la personne, la saisie d'une personne comme étant autonome et substantielle, c'est la racine du samsara, et c'est ça l'objet d'abandon principal. Et ils abandonnent aussi ce qu'il y a en dessous, on peut dire, mais principalement, c'est ça leur objet, c'est ce qu'ils recherchent, parce qu'ils recherchent la libération. Et comme c'est la racine du samsara, ils doivent se débarrasser de ça. Et pour les réalisateurs solitaires, l'objet de méditation principale, c'est la réalisation en fait du non-soi grossier des phénomènes. Ouais. C'est-à-dire l'absence d'objet extérieur, hein, ou l'absence de dualité entre le sujet, entre l'objet et le sujet qui l'appréhende. L'absence de différence substantielle entre les deux. Donc, mais ces réalisateurs solitaires, donc c'est leur objet principal. Donc leur objet principal ce qu'ils cultivent et ce qu'ils abandonnent. Donc ils abandonnent le soi. Ils abandonnent l'objet principal qu'ils abandonnent, c'est la saisie grossière du soi des phénomènes. Mais grâce à cette réalisation du non-soi des phénomènes, ils se défendent aussi du soi des personnes, de la saisie des personnes et de la saisie des personnes. Donc après, Geshe-la a parlé de ça c'était pour le connaisseur des bases. Ensuite, il a parlé du connaisseur des chemins. Les connaisseurs du chemin, on le trouve où? Le connaisseur du chemin. Ouais. Ouais. C'est la saisie des phénomènes. Enfin, Ici, on parle des Svatantrika. Ouais. On est chez les Svatantrika. Parce qu'on le regarde sous l'angle des Madhyamika Prasangika, qu'on dit que c'est la saisie grossière des phénomènes. Non, non, puisque les Prasangika, j'en sais rien, ça. Je sais pas. Chez les Prasangika, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas ce niveau-là. Donc, en fait, ça correspond aussi beaucoup au Chittamatra, tu vois. Donc, les Madhyamika Svatantrika Yogacara, dont on parle ici. Hein. C'est-à-dire, parmi les Madhyamika Svatantrika, il y a il y a ceux qui sont plus proches des Sautrantika et ceux qui sont proches des Chittamatra.
Et ici, c'est ceux qui sont plus proches des Chittamatras. Ça ressemble, cette non-dualité, elle ressemble aussi à ce que disent les Chittamatras. Donc, on dit grossier, je ne sais pas si on dit grossier par rapport à ces deux niveaux, je ne sais pas. Peut-être que les Svatantrika, ils parlent comme ça. Ils disent que c'est grossier. Possible. Donc, Je ne sais pas te dire exactement, je ne sais pas. Mais bon, ça s'appelle comme ça. J'en sais rien. Mais bon, je pense que j'en sais rien. Ouais. Donc chez les... donc ici, quand on parle du connaisseur des chemins, le connaisseur des chemins est présent chez les Aryas du Mahayana. Donc, c'est-à-dire les Bodhisattvas et les Bouddhas. Et donc, leur objet de méditation principal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils méditent sur quoi, les Bodhisattvas? La vacuité, l'absence d'existence véritable des phénomènes. C'est leur objet de méditation principal. Donc, à partir du chemin de la vision du Mahayana. Oui, parce que ce sont les Aryas, c'est-à-dire c'est à partir du chemin de la vision. Donc, le non-soi des phénomènes, c'est l'objet de méditation principale. Et l'objet d'abandon principal, c'est la saisie du soi des phénomènes subtils. Oui, subtil, oui. Quand on ne parle pas, en fait, quand on ne dit pas, qu'est-ce que c'est subtil. Donc, parce que c'est l'obstacle majeur à l'obtention de la bouddhéité. Puisqu'il recherche la bouddhéité, ce qui s'oppose, c'est la saisie d'existence véritable. En même temps, il se débarrasse aussi de toutes les autres conceptions erronées, donc du soi des personnes et du soi grossier des phénomènes. Donc... et en fonction de ces réalisations, ils peuvent s'éveiller. Donc, en réalisant principalement, c'est leur objet principal. Ça ne veut pas dire qu'ils ne méditent pas sur les autres, mais ça, c'est leur objet principal sur lequel ils méditent. Et en réalisant ça, donc, par la force des choses, naturellement, les autres sont aussi éliminés. Donc, après l'après-midi, Geshe-la a commencé par parler de la différence entre les Prasangika et les Svatantrika au niveau de la réalisation du non-soi, des phénomènes et des personnes. Donc au début, quand il a dit, Valérie, la façon dont elle a traduite, je ne sais pas, c'était un peu incompréhensible. J'ai l'impression qu'elle s'est lancée... Non, elle s'est lancée dans quelque chose d'un peu compliqué. Et ensuite, Geshe-la a répété et elle a traduit. Donc c'était la même chose. Donc ne vous cassez pas la tête à essayer de comprendre ce premier jet. C'est le second qui est le bon. Et donc là, elle a dit ce qu'on sait tous. Vous l'avez écrit d'ailleurs dans vos devoirs. Et donc, quelle est la différence en fait entre les Prasangika et la Svatantrika dans la façon dont ils posent le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes? Emmanuel, tu veux prendre le micro? Tu mets tes idées en place, mais fais pas trop de circonvallation. Vas-y. Non, vas-y. Tu l'as plus en tête. Qui c'est qui l'a en tête? Aline. Moi, je dirais que pour les Svatantrika, il y a deux bases. Il y a la personne est une base. Pour les deux, il y a deux bases. Les phénomènes est une autre base. Ouais. Et moi, je dirais que pour les Prasangika, la personne est inclue dans les phénomènes. Non, ça, c'est pas vraiment l'explication. Tu veux essayer
Non, où j'y vais, moi? Bon, donc il y a les personnes et les phénomènes. Donc pour les prasangika, le gagja, l'objet de négation est le même. C'est ce qu'on nie, c'est l'existence véritable de la personne et des phénomènes. Et ce qui fait la différence entre le non-soi des personnes et des phénomènes, c'est la base. Sur la personne, l'absence d'existence véritable de la personne, c'est le non-soi de la personne. Et l'absence d'existence véritable des phénomènes, c'est le non-soi des phénomènes. Donc, le gagja, l'objet de réfutation est le même. C'est quoi? C'est l'existence véritable. Hein? Donc, on nie ça. On nie l'existence véritable. Et si c'est l'existence véritable, si on le nie sur la personne, c'est le non-soi de la personne. Et si on le nie sur les phénomènes, c'est le non-soi des phénomènes. Tandis que la différence pour les svatantrika, c'est pas la base, c'est le gagja. C'est ce qu'on nie qui fait la différence entre le non-soi des phénomènes et le non-soi de la personne. Donc, le non-soi de la personne, c'est quoi? Voilà, donc la personne, ce qu'on nie, c'est une personne qui existerait de façon autonome et substantielle. Hein? Et ça, c'est le non-soi. Quand on nie ça, c'est le non-soi de la personne. Et alors, que ce non-soi de la personne, on peut le poser par rapport à une personne ou par rapport au phénomène. Hein? Une personne qui est vide d'existence substantielle et autonome, quand on dit qu'elle est, si on réalise en fait l'absence d'existence véritable, autonome et substantielle de la personne, c'est le non-soi de la personne. Mais on peut aussi poser le non-soi de la personne par rapport aux agrégats, hein, ou par rapport à n'importe quel phénomène autre que la personne. Et à ce moment-là, on dit que ce phénomène, par exemple ce corps, hein, l'agrégat de la forme, est vide d'être l'objet d'utilisation d'une personne qui existerait de façon autonome et substantielle. Hein. Parce qu'en fait, entre les personnes et les phénomènes, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est la personne, et tout le reste, en fait, tous les phénomènes, ce sont les objets d'utilisation ou de jouissance, d'utilisation de la personne. Parce que les phénomènes, ils existent en fonction de la personne aussi. La personne, elle connaît les phénomènes et elle s'en sert. Et les phénomènes font partie de ce qu'elle utilise, de son expérience, hein, ce dont elle fait l'expérience. Et donc tous les phénomènes sont vides d'être les objets d'expérience ou d'utilisation d'une personne qui existerait de façon autonome et substantielle. Et donc ça, c'est le non-soi de la personne posé sur les phénomènes. Et quand on parle du non-soi des phénomènes, alors chez les svatantrika, c'est l'absence d'existence véritable. Et donc, l'absence d'existence véritable, si c'est l'absence d'existence véritable de la personne, donc ça peut être l'absence d'existence véritable de la personne ou des phénomènes. Mais c'est toujours le non-soi des phénomènes. Par exemple, l'absence d'existence véritable de la personne, c'est le non-soi des phénomènes sur la personne. Mais c'est le non-soi des phénomènes parce que le non-soi est défini d'après ce qui est nié, c'est-à-dire l'existence véritable. Donc l'absence d'existence véritable de tous les autres phénomènes, donc l'absence d'existence véritable de tout, que ce soit les phénomènes ou la personne, c'est le non-soi des phénomènes. C'est ça la différence. Donc c'est ça que Geshe-la a rappelé. C'est clair ou t'es perdu? Donc la différence entre les deux, vous avez compris les prasangika? Les prasangika, c'est facile. Il y a un gagja, une chose qu'on réfute, l'existence véritable. Et donc, si c'est l'existence véritable, il y a deux bases. Et donc, la différence entre les deux non-soi, c'est dans la base, pas dans ce qui est nié. Tandis que chez les svatantrika, la différence entre les deux non-soi, c'est pas dans la base, c'est dans ce qui est nié. Voilà.
ce qui est nié qui fait que c'est le non-soi des personnes ou le non-soi des phénomènes. Après, si tu veux, ces deux peuvent être appliqués. Le non-soi des phénomènes et le non-soi des personnes, si tu veux, chez les Svatantrika, ça peut s'appliquer aux deux, à tous les phénomènes, y compris la personne. Et la personne, ça s'applique de la façon dont j'ai expliqué. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Vous réfléchissez. Hein? Je te vois, Sandrine, songeuse. Hein? T'es songeuse, oui. Non, mais tu réfléchis. Ouais. Tu demandes à Manu, peut-être. Non? Ça manque de clarté, ouais. Par exemple, le non-soi de la personne appliqué au phénomène ou le non-soi des phénomènes appliqués à la personne, il n'y a pas une différence de subtilité. Chez les Svatantrika? Chez les Svatantrika. Est-ce que, par exemple, le non-soi des phénomènes... Oui, tu as dit que le non-soi des phénomènes, on peut l'appliquer. Non, chez les Svatantrika, le non-soi des phénomènes, si tu veux, la saisie des phénomènes, du soi des phénomènes, c'est un obstacle à la connaissance, alors que la saisie du soi de la personne, c'est un obstacle à la libération. D'accord, donc il y a quand même il y a une différence. Oui, voilà, C'est ça, hein? Donc il faut... Tandis que chez les Prasangika, c'est pareil, en fait, puisque c'est la même chose qu'on nie sur les deux, tu vois. Tandis que chez les Svatantrika, tu reverras les tableaux, parce qu'il y a les tableaux de Drupta, il faut que vous vous familiarisez avec tout ça. Hein. On va pas... Hein. Oui, ben, tu regardes dans les tableaux, la saisie du soi des phénomènes... chez les Svatantrika, la saisie du soi des phénomènes, c'est un obstacle à la connaissance, alors que la saisie du soi de la personne, c'est un obstacle à la libération. Hein? Voilà la libération. Donc il y a différents... Ouais. Tandis que chez les Prasangika, c'est pour ça chez les Prasangika, pour atteindre même la libération, il faut réaliser le non-soi des phénomènes. Ils disent, les Prasangika, que les aras du Hinayana, ils réalisent le non-soi des phénomènes. Parce que pour atteindre la libération, pour eux, il y a pas simplement, c'est pas simplement la saisie du soi de la personne, mais la saisie des soins des phénomènes est aussi un obstacle à la libération. Hein. Bon, c'est bien de revoir pour pouvoir jongler avec tout ça, mais bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Donc, c'est ça qu'il a dit. Hein. Donc, si vous réécoutez, donc, elle a très bien dit, Valérie, mais le deuxième G, hein, vous pouvez voir. Le premier, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi. Peut-être que c'est bon aussi, mais voilà. Et ensuite, il a dit, la conception du soi des personnes vient de la conception du soi des phénomènes. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Alors que pour réaliser le non-soi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on dit que pour concevoir une personne qui existe véritablement, hein, pour concevoir un soi de la personne, ça passe d'abord par la saisie du soi des agrégats, des phénomènes. C'est parce que je vois les agrégats que d'abord, il n'y a pas de saisie du soi de la personne sans que les agrégats apparaissent à l'esprit. Hein. C'est pour ça qu'on dit que pour la façon dont la saisie est produite, d'abord vient la saisie des phénomènes, c'est des agrégats, hein. D'abord vient la saisie des phénomènes et suit la saisie de la personne, du soi de la personne. Hein. Donc la conception du soi des personnes découle de la conception du soi des phénomènes. Hein. Mais quand on réalise le non-soi, c'est l'ordre inverse. On réalise d'abord le non-soi de la personne et ensuite on réalise le non-soi des phénomènes. Hein. Donc, voilà, on réalise d'abord la personne et ensuite le non-soi des phénomènes. Et donc, pour les Prasangika, c'est la même
c'est le même niveau en fait, ces deux non-soi, puisque c'est toujours ce qui est nié, c'est l'existence véritable. Donc il suffit après de... C'est plus facile à la personne parce qu'on est plus concerné par la personne, et après on transfère sur le non-soi des phénomènes, sur les phénomènes. Alors que chez Svatantrika, c'est très différent. Le non-soi des phénomènes, le non-soi de la personne. Il y a une différence de subtilité, beaucoup plus. Oui, d'après ce qu'on a dit là tout à l'heure. Ça va, vous suivez ou à peu près? Ça va? Oui. D'accord. Donc, oui, je l'ai dit, comme la conception du soi des personnes vient de la conception du soi des phénomènes, ça montre que la conception du soi des phénomènes est la source de tous les préjudices. Toutes les perceptions erronées, l'attachement, etc., tout découle de la saisie du soi des phénomènes, la conception d'existence véritable. Et donc, chez les mahayanistes, la sagesse, lorsqu'ils développent la sagesse qui réalise le non-soi des phénomènes, simultanément, ils réalisent directement toutes les autres réalisations. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'un antidote, la sagesse qui réalise le non-soi des phénomènes, ça va être l'antidote pour toutes les autres conceptions erronées. Donc la saisie du soi de la personne à différents niveaux, etc., qui sont, disons, inférieurs, qui découlent de là, en fait. L'attachement, etc., tout ça, ça va être éliminé par ce seul antidote. Un antidote va tout abandonner. Il va abandonner tous les objets d'abandon. Donc, c'est leur objet de méditation principal, c'est-à-dire le non-soi des phénomènes. C'est leur objet de méditation principal. Et en même temps qu'ils le réalisent, ils vont éliminer tout le reste. Donc, la saisie de l'existence véritable, de la personne, la saisie de l'impermanence, l'attachement, etc., toutes les perturbations qui découlent. D'accord ? Donc, après... voilà. Une chose que je voulais vous dire aussi... Oui, donc là, on en est à la page 56-57, les aspects d'un connaisseur des sentiers. Une chose que je voulais dire, un petit mot, c'est que il y a des lectures. Hier, on parlait un petit peu de Salam, les terres et les sentiers, les terres et les chemins. Là, en introduction dans ce manuel, à partir de la page 25, il y a une exposition un peu des terres et des chemins et des différents sentiers. Le sentier de l'accumulation, le sentier de la préparation, de la vision, de la méditation. C'est bien de lire ça. Et donc, on voit le sentier de la vision réaliser la vacuité directement. Et donc, en fait, réalise la vacuité des 4 nobles vérités. Et donc, c'est pour ça que quand on parle des aspects, les aspects d'un connaisseur des sentiers, ici, il s'agit d'une sagesse qui réalise, en fait, puisqu'on est connaisseur des sentiers, on est dans le Mahayana, le Bodhisattva. Ici, on parle du sentier de la vision, de la réalisation directe du non-soi des phénomènes, du sentier de la vision. Et donc, Geshe-la a dit quelque part aussi, en fait, tout est abandonné. Bon, là, je vais un peu vite. Tout est abandonné à partir de la réalisation du non-soi sur le chemin ininterrompu du chemin de la vision. C'est de ça qu'on parle. Donc, on a parlé, les connaisseurs, on parle ici les aspects d'un connaisseur des chemins. Et donc, j'avais... c'est ça dont on parle, hein, ouais. Page...
Ah oui, attendez, là, je suis un peu... ouais. Voilà, les 36 aspects d'un connaisseur des chemins. Et en fait, j'avais envie de vous lire... un peu le commentaire de Gaël Sabjé sur le 4e chapitre. Donc, il y en a 36. Hein. C'est à partir de la page 56. Hein. Les 36 aspects d'un connaisseur des sentiers, des chemins. Donc, il y a 36 aspects qui sont en relation avec les 4 nobles vérités. Et ici, les 4 nobles vérités sont prises dans le sens des causes et des causes et des résultats. Donc, les causes, c'est la vérité de l'origine et la vérité du sentier. Hein. Et les résultats, c'est la vérité de la souffrance et la vérité de la cessation. Et donc, on le prend dans cet ordre-là. D'abord les causes et ensuite les résultats. Donc, on va commencer par la vérité de l'origine, la vérité du chemin, et ensuite, la vérité de la souffrance et de la cessation. Hein. Et donc, respectivement, il y en a 8, 7, 5 et 16 aspects, ce qui fait 36. Voilà. Et donc, il y a une raison principale pour prendre dans cet ordre. Hein. C'est pour connaître l'ordre dans lequel on entre dans les existences cycliques et l'ordre dans lequel on en sort. Donc, 8 aspects de la vérité de l'origine. Donc, ces aspects, ces 36 aspects du connaisseur des chemins sont en relation avec les 4 aspects de l'origine. Hein. Les 4 aspects de l'origine, c'est la cause, l'origine, la forte production et l'aspect de condition. Vous savez, il y a 4 caractéristiques pour chacune des nobles vérités. Et donc, pour la vérité de l'origine, hein, il y a, vous voyez, les aspects, ils sont classés là dans la page 57. Hein. 1 à 3, c'est l'aspect de la cause. 4 à 6, c'est l'aspect de l'origine. Ensuite, c'est l'aspect de la forte production. Et ensuite, l'aspect de la condition. Donc, les 4 aspects de la vérité de l'origine. C'est divisé comme ça. Donc, pour chaque aspect, il y a un certain nombre. C'est clair? Hein? Et donc, les 8 aspects de la vérité de l'origine, donc 8 pour l'origine, à la page 57, ils vont être présentés en relation avec les 4 aspects de l'origine, ce que je viens de dire déjà. Ils sont exposés du point de vue des antidotes et des objets d'abandon. Donc l'exposition se fait de ce point de vue-là. Les 8 antidotes indiqués dans les sutras abandonnent 8 adhérences. Je ne sais pas ce que vous avez, moi je n'ai pas la même version. Les 8 attachements. Hein. Donc les objets d'abandon. Alors ici, j'ai demandé à Guichet-là parce que ces 8 aspects sont des sagesses qui réalisent directement le non-soi des personnes dans le continuum d'un bodhisattva sur le sentier de la vision. Et donc, Valérie, à un moment donné, elle a dit... Parce que pourquoi c'est marqué... Pardon ? Oui, donc pourquoi ces personnes... Moi, ce que j'ai compris, ce qu'a dit Valérie, c'est le non-soi des personnes et des phénomènes. Et donc, j'ai posé la question à Geshe-la parce que moi, dans mon texte ici, on dit bien... Donc, je vais vous lire un peu... c'est le commentaire de Geshe-la. Et donc... je pense que c'est peut-être pas trop différent de ce qui est écrit dans le manuel. Le sujet, c'est la sagesse transcendante qui réalise directement le non-soi de la personne dans le continuum d'un bodhisattva du sentier de la vision. Et il est l'antidote de ce qui relève de la cause. Donc, il est l'antidote, si j'arrive à faire marcher mon truc, à ce qui relève... bon, ça ne marche pas là. Ah, voilà. Il est l'antidote
Donc, le sujet, c'est la sagesse transcendante qui réalise directement le non-soi de la personne dans le continuum d'un bodhisattva, du sentier de la vision. Et c'est l'antidote à ce qui relève des aspects de cause, ce qui relève des aspects de l'origine, de l'aspect de forte production et de l'aspect de condition. Donc, c'est l'antidote à ce qui relève des aspects de cause, de l'origine. Donc, l'aspiration. Donc, c'est l'antidote à l'aspiration, qui est la soif d'un objet futur. L'antidote à l'attachement, qui est avide de ne pas être séparé. Et l'antidote à la soif qui trouve sa joie dans une renaissance. Parce que c'est une sagesse supérieure d'un bodhisattva, donc qui est libre d'attachement. Et donc ça, c'est les aspects. Les aspects, finalement, les 3 premiers aspects en rapport avec la cause. Et donc, cette sagesse transcendante qui réalise le non-soi est libre d'attachement, qui est en fait la soif qui désire obtenir les attributs du monde du désir. Donc, ce sujet, cette sagesse, elle ne demeure pas dans l'adhésion, elle ne demeure pas, en fait, dans la saisie de ne pas être séparée avec les attributs du monde des désirs, et elle a pacifié la soif qui se délecte dans le corps. Donc ça, c'est les aspects qui sont des antidotes aux 3 aspects suivants. Et donc, j'ai demandé à Geshe-la pourquoi on parle du non-soi de la personne, puisqu'il s'agit du bodhisattva. Il s'agit du bodhisattva qui réalise le non-soi des phénomènes sur le sentier de la vision, sur le chemin en fait ininterrompu. Le chemin ininterrompu, quand on parle du chemin de la vision ou méditation, en fait, il y a une succession de chemins ininterrompus et de chemins libérés. Le chemin ininterrompu, c'est quand on médite sur la vacuité et qu'on applique l'antidote. Et ensuite, c'est quand l'antidote a fait son travail, on est libéré de ce qui correspond. Et Geshe-la a dit, non, on parle ici de la réalisation. Ici, on parle de la réalisation du non-soi des personnes dans le continuum de ce bodhisattva qui médite sur le non-soi des phénomènes. Pourquoi ? Parce que ici on parle des aspects qui sont liés à l'origine. Geshe-la dit plus tard il va l'expliquer, quand on parle des aspects qui sont liés à la cessation, on va parler des sagesses qui réalisent le non-soi des phénomènes. Mais ici, dans ce contexte ici, comme on parle des aspects de la vérité de l'origine, comme on parle de l'origine, on parle en fait l'origine, ce qui est l'origine du samsara. Ce qui est la cause principale du samsara, c'est la saisie, chez les svatantrikas, c'est la saisie du soi de la personne. Et donc, dans ce contexte ici, des aspects de la vérité de l'origine, ce qui va être l'antidote direct à l'origine, c'est-à-dire l'antidote direct à la saisie d'une personne qui existe de manière autonome et substantielle, ça va être la sagesse qui réalise le non-soi de la personne. Voilà, vous comprenez. Ouais. C'était pas les phénomènes, c'est la personne, le non-soi des personnes, voilà. Ouais. J'ai posé la question à Geshe-la parce que là, dans ma traduction, c'est aussi ça. C'est la sagesse transcendante qui réalise directement le non-soi de la personne dans le continuum d'un bodhisattva du sentier de la vision, qui en fait réalise le... Ouais. En s'appuyant sur la vacuité des phénomènes, il applique ça il réalise le non-soi de la personne et la vacuité des phénomènes devient l'antidote du non-soi de la personne. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit en réalisant le non-soi des phénomènes, par la même occasion, tous les autres panja, tous les autres objets d'abandon sont abandonnés en même temps.
On l'a dit ça plusieurs Voilà, fois, mais on l'a dit. À ce moment-là de la méditation, il médite sur le non-soi de la personne. Non, il médite sur le non-soi des phénomènes. Mais il l'applique au non... Non, il n'applique pas. En fait, je ne sais pas si... parce que, enfin, comment on dit là la sagesse qui réalise directement le non-soi des personnes. En même temps qu'il réalise le non-soi des phénomènes, en même temps, c'est un antidote. On en a parlé là tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dit qu'en réalisant le non-soi des phénomènes, le même antidote élimine tous les objets d'abandon inférieurs. Hein. À partir de l'impermanence, la saisie de la permanence, le saisie du soi de la personne, différents niveaux, la saisie grossière du soi des phénomènes, tout ça est abandonné par un antidote qui est la sagesse qui réalise en fait le non-soi des phénomènes. Hein. Tu te rappelles, on vient d'en parler, un antidote va tout abandonner. Hein. Leur objet de méditation principal, c'est le non-soi des phénomènes, et en même temps, ils éliminent tous les différents niveaux de saisie. Hein. Donc, ici, comme on parle des aspects en lien avec l'origine, hein, on parle en fait de la saisie du soi, bien qu'ils méditent sur le non-soi des phénomènes, hein, on parle ici de la saisie des personnes qui est présente dans le continuum de ce bodhisattva, hein, qui est abandonné par la même occasion. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il réalise directement le non-soi des personnes. Hein. Donc, ce sujet, la sagesse transcendante qui réalise directement le non-soi de la personne, dans le continuum d'un bodhisattva du sentier de la vision, cette sagesse, c'est l'antidote à ce qui relève donc de l'aspect des causes. Donc, c'est l'antidote à l'aspiration, à l'attachement, à la soif de ne pas être séparé, à la soif qui éprouve du désir, du plaisir à renaître, du plaisir dans un corps. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle a ces trois aspects. Elle est libre de l'attachement. Donc ça, c'est les antidotes. Elle est libre de l'attachement, de la soif pour les objets. Elle ne demeure pas et elle pacifie la soif. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, c'est l'antidote à ce qui relève de l'aspect de l'origine. Donc, c'est de 4 à 6 sur votre... Ça va ? Ouais. Et donc là, c'est pareil. Il y a les antidotes, hein, c'est ce qu'on disait au début. La présentation, elle est faite du point de vue des antidotes et des objets d'abandon. Hein. Donc, d'abord viennent les antidotes et ensuite les objets d'abandon. Donc, c'est l'antidote, cette sagesse transcendante qui réalise directement le non-soi de la personne dans le continuum d'un bodhisattva du sentier de la vision, et l'antidote à ce qui relève de l'aspect de l'origine. Donc, c'est-à-dire, c'est l'antidote à ce qui relève de l'aspect d'origine, l'attachement, l'aversion et la confusion. Pourquoi ? Parce que c'est une sagesse transcendante d'un bodhisattva qui réalise directement l'absence d'existence de l'objet conçu, de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance. Et ça, c'est les aspects 4 à 6. Hein? Donc, l'objet conçu, c'est quoi le... Quelquefois, on dit l'objet référent, quelquefois l'objet conçu. C'est pareil. Et on dit la conception d'existence véritable, l'objet conçu de la conception d'existence véritable, c'est quoi ? Plus précis, plus direct. Direct. La conception d'existence véritable, c'est quoi ? Bon, l'existence véritable, ça n'existe pas. Hein ? Et donc, c'est l'ignorance, en fait, la conception. Quelquefois, on dit la saisie d'existence véritable ou conception d'existence véritable. En fait, c'est l'ignorance. C'est une conception, c'est-à-dire c'est une conscience conceptuelle dont l'objet est l'existence véritable. Et donc, l'objet conçu, inventé, en fait, à laquelle il croit,
c'est quoi? C'est l'existence véritable. Hein. Et donc, voir que cet objet conçu n'existe pas. Hein. L'absence d'existence. Donc cet objet conçu n'existe pas. D'ailleurs, il y a eu à un moment donné une discussion entre Geshe-la et Valérie. N'existe pas ultimement. Non, il n'existe pas du tout cet objet conçu. Parce que l'existence véritable n'existe pas du tout. Donc c'est ça dont on parle là. Hein, les objets, les aspects 4 à 6. Ensuite, il y a les aspects qui relèvent de la forte production. Alors, ce sujet qui est toujours la sagesse transcendante, qui réalise directement le non-soi de la personne dans le continuum de Bodhisattva du sentier de la vision. Donc, c'est l'antidote qui relève de l'aspect de forte production. L'antidote aux conceptualisations qui adhèrent à ce qui est incorrect. Donc la pureté, le bonheur, la permanence, le soi, parce qu'il réalise directement l'absence d'existence de l'objet conçu, des considérations inappropriées, ce qui est affligé par les perturbations. Donc ici, c'est plus directement forte production. Qu'est-ce qui produit en fait ce qui produit la souffrance, ce qui produit en fait ce qui est incorrect, c'est cette conception, les considérations inappropriées. Et donc, c'est l'antidote à ces conceptualisations, hein, parce que cette sagesse, elle perçoit en fait l'absence d'existence de l'objet conçu par ces considérations inappropriées. C'est clair ou pas? Les considérations inappropriées, c'est un terme très, très précis, technique. Hein? Application mentale incorrecte. Hein? Elle en a parlé, Valérie. Littéralement, c'est ça. C'est une application mentale incorrecte. Considération inappropriée, conceptualisation. En fait, c'est quoi? Tu veux prendre le... Qui c'est qui prend le micro? Tu veux prendre le micro? Non. Aline. Vas-y. Un engagement mental incorrect, c'est un engagement mental. En fait, il y a la définition dans le texte qui n'est pas en accord avec le mode d'existence de l'objet. Oui. C'est un manque d'accord. Oui, mais plus directement, dans notre expérience. On dit qu'en fait, quand on crée du karma, ça vient des en amont, il y a les perturbations, et les perturbations, elles viennent de ces conceptualisations. Hein, elles viennent de ce tuminiché, de cette attention inappropriée, où il y a tellement de traductions. Considération inappropriée, incorrecte, hein, engagement mental incorrect. C'est en fait, je pense qu'il a décrit, il a expliqué Geshe-la, on dit que c'est toutes les exagérations, en fait, toutes les histoires qu'on se raconte, hein, c'est-à-dire on place son esprit de façon inappropriée, comme tu dis, pas dans la réalité, mais pour être un peu plus, si tu veux, descriptif, c'est par exemple comment naissent l'attachement et l'aversion, c'est toutes les histoires que je me raconte. Cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, etc. Tout ça, on s'engage de façon inappropriée dans l'objet parce que l'objet n'est pas comme ça, mais c'est des conceptualisations hein, qui ne sont pas appropriées. Et c'est à partir de là que naissent toutes ces
les perturbations, hein, dans ces conceptualisations. Donc, elle voit que l'objet conçu par tout ça n'existe pas, hein, que c'est des inventions, en fait, de cette conception, de se fabriquer un tel objet. Et donc, oui, c'est écrit là, ouais, exact. La définition, hein, c'est un engagement mental qui n'est pas en accord avec le mode d'existence d'un objet. Donc, exagérer les qualités, voilà. Et ensuite, donc cette sagesse, le sujet, cette sagesse du bodhisattva qui réalise la vacuité, qui réalise, le non-soi des personnes, c'est l'antidote à ce qui relève de l'aspect de condition, qui est en fait la forte adhésion ou la forte saisie à des êtres autonomes. Pourquoi ? Parce que c'est un aspect qui réalise, par une cognition avérée, l'absence d'existence d'êtres autonomes. Voilà, ce sont les 8 aspects qui dépendent des causes véritables. Pourquoi des causes véritables ? De l'origine, en fait. Hein. Les 8 aspects qui dépendent de l'origine. De cette façon, voilà, ils servent d'antidote à ces 8 conceptions exagérées, donc par groupe de 3, 3, 1 et 1. Hein. 3 pour l'aspect de cause, 3 pour l'aspect d'origine, 1 pour l'aspect de forte production, 1 pour l'aspect de condition. Voilà. Ça va ? On va s'arrêter là. Hein. Ensuite, donc, Geshe-la a décrit les aspects, d'un connaisseur des chemins. Il y avait les 8 aspects de l'origine. Hein. Ensuite, il a parlé des 7 aspects du sentier, du chemin. Il a terminé ça. Donc, c'est parallèlement, c'est pareil. Et ensuite, donc, il y a 5 aspects, il va continuer, liés à la vérité de la souffrance et 16 aspects à la vérité de la cessation. Voilà. Merci.